point mensuel et encore merci d'être présent. Nous allons effectivement parler de toutes les problématiques que nous allons avoir durant l'été. C'est vrai que c'est important parce que les marchés ont été chahutés d'une certaine manière en fin de mois, lié à un sujet dont on pensait qu'il avait disparu, le Covid en tout cas des marchés financiers. C'est pour ça que le thème que nous avions imaginé au départ, c'était un monde sans Covid ou des marchés financiers sans Covid. Et c'est vrai que le Covid est reparti et crée un peu de stress, notamment dans les pays émergents et dans les pays européens. Alors, pour commencer, nous allons discuter pour 45 minutes. Hein. Alors, n'hésitez pas, comme à l'habitude, à poser toutes vos questions par le chat. Hein. J'y répondrai au fur et à mesure de ma présentation. Alors, cette présentation va durer, comme à l'habitude, 45 minutes. Et vous n'hésiterez pas après à nous écrire pour beaucoup plus de détails. Alors, pour commencer cette présentation, on ne peut pas commencer cette présentation sans évidemment parler de la pandémie et de la crise du coronavirus. Et c'est vrai que ce variant Delta a changé un peu la donne, notamment à court terme, pour créer un peu plus de stress. Alors, cette hausse des contaminations, elle a créé quoi finalement? Quelques reconfinements locaux. On a vu les agences sanitaires qui ont beaucoup publié pour avancer et accélérer la vaccination. Et l'une des phases qui va être importante dans les prochaines semaines, c'est évidemment les hausses de cas Covid, mais aussi les hausses de contamination, mais surtout l'accélération de la vaccination. Alors, on voit que les chiffres vont très très vite, puisque dans ce petit graphique que je vous ai mis à côté du graphique sur les hausses de contamination, ce que l'on voit, c'est que aux États-Unis, on était à peu près à 25% de cas liés à ce virus Delta. Ce matin, a été publiée une étude comme quoi plus de 50% des cas aux États-Unis étaient liés à ce virus. Et ce qui est aussi intéressant, évidemment, c'est que les taux de vaccination sont en train d'accélérer. Mais pour l'instant, l'impact est très limité et n'est pas comparable aux autres vagues. Quand vous comparez ces graphiques, notamment sur les pays européens, regardez ces deux graphiques en haut, qui sont les cas de Covid dans la plupart des pays. On voit que c'est en train de monter, et notamment de manière exponentielle en Grande-Bretagne. Il semble que même dans nos pays, la phase va être aussi exponentielle dans 3-4 semaines. Mais par contre, les taux d'hospitalisation sont extrêmement faibles. Donc, on n'est pas du tout dans une phase comme on avait pu avoir dans la deuxième vague, même dans la première vague. Et je dirais qu'il y a une différence essentielle. Rappelez-vous, l'année dernière, notamment au mois de mai, on avait aussi publié des papiers sur le sujet en disant que finalement, la première vague, on allait être sauvé par l'été parce que l'été était plus chaud et nous étions dans une situation beaucoup plus favorable. Là, ce n'est pas du tout le cas puisqu'on voit que le virus démarre pendant l'été. Et quand l'on compare notamment le pays qui est mis en avant, mis en exergue depuis quelques temps en Angleterre, vous voyez que la seconde vague et la troisième vague est dans une situation complètement différente, puisque si les cas de Covid avancent de manière exponentielle, les taux d'hospitalisation et les taux de décès sont encore extrêmement faibles. Je voudrais juste rappeler notamment un point de l'agence sanitaire américaine de ce matin qui disait quelque chose d'intéressant, où d'une certaine manière, on allait avoir une situation aux États-Unis entre à la fois des quartiers, des États où la vaccination était assez faible, et là, ça pouvait poser de gros problèmes. Mais par contre, dans les États où la vaccination était importante, finalement, le Covid allait être perçu comme un virus respiratoire classique. Et c'est ça qui est important parce qu'on voit que, d'une certaine manière, ce Covid est en train d'accélérer les taux de vaccination. Alors, est-ce que les marchés ont été touchés? Quand j'ai pris ce titre des marchés financiers sans Covid, on voit que finalement, par rapport à ce mouvement, cette vague qui est quand même assez importante sur ce fameux virus Delta, on a vu des marchés finalement assez peu touchés dans leur ensemble, et notamment le marché américain. Quand vous regardez à la fois ces quatre graphiques sur les marchés financiers, ce que l'on voit, c'est que, évidemment, les marchés américains qui ont été très peu touchés pour l'instant par le virus Delta, le variant Delta, ont continué à monter, hein, lié à la fois au plan de relance et à l'attitude des banques centrales. Mais les marchés européens, qui avaient extrêmement bien performé, même surperformé les marchés, ont été beaucoup plus touchés, notamment liés à l'Angleterre, mais aussi, lorsque vous regardez le graphique
en haut à droite, les indices actions qui sont faits de valeurs liées à la réouverture ont fortement chuté et ont entraîné avec eux, évidemment, aussi le secteur bancaire. Pourquoi? Parce qu'on a une pause, voire même une inversion de tendance pour nous qui est à court terme sur les taux d'intérêt, puisque si on a une nouvelle vague avec un arrêt, on va dire, ou certains reconfinements, ça va avoir un impact, ça pourrait avoir un impact sur la croissance potentielle, donc sur les taux d'intérêt, avec, vous l'avez vu, des taux d'intérêt, notamment en France, qui ont marqué une pause dans la montée qui avait été quand même assez importante depuis le début de l'année. Alors on le verra, on en avait discuté déjà le mois dernier sur l'inflation. Nous pensons que les taux d'intérêt reprendront le chemin de la hausse à partir de septembre. Dans le papier que j'ai écrit en fin de mois lié à cette présentation, ce que je disais, c'est qu'actuellement, nous allions avoir certainement pour le prochain mois et peut-être au mois d'août, une pause sur les taux d'intérêt, après une reprise à la hausse sur le sujet. Et puis sur le dollar, évidemment que cette crise, cette mini-crise en tout cas, a impacté le dollar de manière significative. Alors, le dollar est dans une situation un peu différente des autres actifs, puisqu'il y a eu à la fois le discours de la Fed qui a été un peu moins accommodant que prévu, qui avait amené une première chute du dollar, et évidemment l'impact du variant Delta en Europe a mis à mal l'euro par rapport aux autres devises et notamment au dollar dans une deuxième partie. On voit que le dollar se stabilise autour de 1,18, qui était un peu notre fourchette de basse. Et encore une fois, ce que nous écrivions, c'est qu'il y avait une pause sur le dollar qui, dans la hausse de l'euro qui se mettait en place, et encore une fois, jusqu'au mois de septembre, tant que les effets et les annonces du tapering de la Banque fédérale américaine ne seront pas mis en place. Pour terminer sur ce variant, parce que je crois que c'est à la fois, on entend tous aux informations beaucoup de choses, mais ce qui nous intéresse, c'est les impacts sur les marchés financiers, et clairement, dans notre analyse, ce variant Delta va accélérer les vaccinations. On le voit en France où les vaccinations est en train de baisser de manière significative. Eh bien là, on a la dernière semaine une hausse de 20% de la vaccination. Et puis, lors du discours du 4 juillet de la fête nationale américaine, Joe Biden en a beaucoup parlé en donnant, et c'est ça qui est important, en cette phrase, se faire vacciner est la chose la plus patriotique pour les Américains. Donc, il enjoint tous les Américains, puisque l'on sait que la vaccination est une solution et que les doses, maintenant, on n'a plus du tout de problème d'approvisionnement. Alors, pour l'instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales vont se montrer un peu plus prudentes, notamment on le voit dans les discours de la Banque centrale européenne, mais d'une certaine manière, la Banque centrale américaine, même si hier nous avions les minutes du FOMC qui montraient que, et ça rejoint l'analyse que nous faisions depuis plusieurs semaines, on a vraiment des discussions sur une Fed beaucoup moins accommodante, en tout cas en termes d'achat d'actifs, et il semble que ce variant ne soit pas une cause pour retarder trop significativement la renormalisation de la politique monétaire américaine. Lorsque vous le regardez, les taux banques centrales de la plupart des pays, on est à des niveaux extrêmement bas, tout le monde le sait. Mais ce qui est aussi important de voir dans une dynamique historique, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des renormalisations, là on remonte depuis 2009, mais on pourrait remonter depuis 2000, voire même depuis 1990, à chaque fois la renormalisation s'est faite en termes de taux d'intérêt à des niveaux beaucoup plus bas. Donc de toute manière, si la normalisation se fait et va commencer, les taux directeurs seront encore structurellement plus bas qu'ils ne l'ont été après chaque crise. C'est là est dû en partie à l'accumulation des dettes, mais aussi à un abaissement de la croissance potentielle. Autre chose, et on parlera un peu notamment des pays émergents, des impacts que ça peut avoir en termes économiques et monétaires sur les pays émergents. Retenez quand même qu'il y a deux pays en Europe de l'Est, la Hongrie et la République tchèque, qui ont déjà monté leur taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment, c'était le sujet cœur du mois dernier, des problématiques d'inflation, de baisse de devises pour ces pays qui n'ont pas
la même aura monétaire que peuvent avoir la BCE ou la Fed. Et donc, au vu de l'accélération de la croissance économique européenne, qui pour nous ne fait pas de doute, on est vraiment dans une dynamique extrêmement forte, quoi qu'il se passe, eh bien, ces renormalisations se sont faites pour éviter d'avoir des impacts de devises trop importants. Et ce changement de régime, en tout cas pour les banques centrales, il est incontestable. Alors là, ce slide est plutôt dans une dynamique un peu plus long terme de réflexion, mais quand on voit les bilans des banques centrales depuis les années 2000, il n'a cessé d'augmenter. Si vous prenez les 5 plus grandes banques centrales dans le monde, on est à peu près en termes d'achat, de hausse de bilan et d'achat d'actifs, à peu près 60% du PIB. On était à 10% dans les années 2006. On est monté progressivement et à chaque fois, chaque renormalisation fait que finalement, les bilans des banques centrales restent très importants. Il n'y a pas véritablement de renormalisation de ces bilans et il y a une monétisation qui se fait de manière naturelle. En face de quoi? Évidemment, en face de la dette. Ce graphique, je trouve ce graphique qui est assez éloquent quand vous comparez la dette américaine avec la croissance potentielle. C'est un graphique qui vient de la Fed de Saint-Louis. Vous voyez quoi? Vous voyez que d'une certaine manière, le montant de dette grève la croissance potentielle. Et même si on est dans des plans de relance, même si on est dans une dynamique qui est, semble toute, est le reflet de la dégradation que nous avions l'an dernier, il ne faut pas croire à un changement radical des économies occidentales et on est d'une certaine manière sur des croissances potentielles qui sont somme toute assez faibles. Regardez, on est à peu près à 1,7 sur les États-Unis. Alors, pour terminer sur les banques centrales, parce qu'on parle beaucoup de la Banque centrale américaine qui va évidemment en partie diriger les marchés financiers pour la deuxième partie de l'année, évidemment la BCE est dans une situation qui est d'une certaine manière un peu plus confortable parce que les dynamiques d'inflation sont là, mais elles sont encore très faibles. Dans les projections de la BCE, on est sur une hausse de l'inflation de manière tendancielle, mais on reste en dessous de 2 et d'une certaine manière, depuis près de 4-5 ans, l'inflation était extrêmement faible, donc on pourrait monter à des niveaux un peu plus importants sans que l'Autriche, l'Allemagne mettent le holà et demandent des taux beaucoup plus importants pour casser ces dynamiques d'inflation. Christine Lagarde a rappelé que la zone euro, malgré les chiffres économiques, nous verrons extrêmement forts, avait encore besoin d'un soutien monétaire et budgétaire d'ampleur. Ça, c'est important parce que finalement, la Banque centrale se laisse du temps. On a vu qu'il commençait à avoir des discussions au niveau du Conseil de la BCE pour savoir s'il ne fallait pas arrêter plus tôt ces fameux achats d'actifs. On voit qu'aux États-Unis, on est à la fin, mais au niveau de la BCE, on est encore en pleine dynamique. Le bilan de la BCE ne cesse de monter, il va encore monter. Et vous avez ce fameux PEPP qui sera, avec cette enveloppe de 1 700 milliards qui va être utilisé finalement à plein par Christine Lagarde jusqu'en mars 2022. Et après mars 2022, vous avez d'autres mécanismes qui vont permettre aussi à la Banque centrale d'acheter des actifs de manière assez importante. Donc le soutien budgétaire et monétaire de la Banque centrale ne fait aucun doute, en tout cas pour les 12 prochains mois. Alors, les dynamiques d'inflation, je vous ai mis à jour les chiffres, notamment sur les corps inflation, ces fameuses inflations où il n'y a pas d'effet, on va dire, volatiles par rapport au prix du pétrole et des prix alimentaires. Évidemment, aux États-Unis, les chiffres d'inflation étaient plus importants. On l'avait dit, c'était prévu. Le sujet, quand même, qui peut poser à question, c'est pendant combien de temps cela va durer. Alors, généralement, ce que l'on disait, c'est qu'à partir du mois de juin, donc les chiffres qui vont apparaître au mois de septembre, on va encore avoir un pic plus important. Donc, ça pourrait créer un stress sur les actifs et notamment sur le dollar, qui pourrait amener finalement des réflexions sur une hausse beaucoup plus tôt que prévu des anticipations de la Banque centrale américaine en termes de taux d'intérêt. Mais ce que l'on peut voir, c'est quand on regarde à la fois la Chine, le Japon et l'Europe, les autres inflations qui montent un petit peu ne sont pas de la même acabit que l'on a aux États-Unis. Donc, on dirait, d'une certaine manière, les allures différenciées sont liées
aussi à chaque zone géographique et surtout à chaque politique économique. Aux États-Unis, il ne faut pas rêver, l'inflation est en partie due au plan de soutien de l'économie américaine du début d'année, qui était très axé sur le ménage américain, qui a eu tendance à dépenser de manière très importante et qui a créé des goulots d'étranglement et des tensions sur certains prix. En Europe, il n'y a pas eu de relance visant le particulier d'une certaine manière. Donc, les goulots d'étranglement, l'Europe, la Chine, d'une certaine manière, en souffrent, mais de manière beaucoup plus indirecte que ce que l'on a aux États-Unis. Donc, ces goulots d'étranglement, ces dynamiques d'inflation sont vraiment une situation purement américaine et à aucun moment, l'Europe a mis en place des conditions pour mettre des goulots d'étranglement comme on a eu aux États-Unis. Et vous l'avez certainement vu, on parle beaucoup de salaires actuellement, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, parce que la véritable inflation qui pourra être une inflation dure qui pousse les prix de manière tendancielle à des niveaux beaucoup plus importants. Si on prend de manière très objective, aux États-Unis, goulot d'étranglement, croissance de la consommation importante, épargne importante aussi qui est en train de refluer, et les créations d'emplois ont été quand même plus nombreuses que prévu. On a eu des chiffres, on est à peu près à 600 000 créations d'emplois par mois actuellement. On le verra, mais ça veut dire qu'à mi-2022, on va retrouver en termes d'emploi les niveaux d'avant-crise, ce qui pose des questions par rapport évidemment à la première hausse des taux d'intérêt. Mais ce que l'on voit, c'est que dans ce graphique ici, vous avez notamment les heures de travail hebdomadaires qui sont plus haut. Ça veut dire quoi? Que pour l'instant, on a du mal à trouver des travailleurs et que les salariés travaillent plus longtemps, en tout cas durant la semaine, et ça crée des tensions salariales. Et en Europe, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même perspective. Si on considère trois indicateurs communs de la croissance des salaires en zone euro, la rémunération par salarié, le coût du travail et les salaires négociés, on constate qu'il y a une croissance extrêmement modérée des salaires. Donc même en Europe, sur les salaires, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes perspectives. Alors par contre, aux États-Unis, eh bien, rappelez-vous ce graphique avec beaucoup d'hypothèses que nous avions mis le mois dernier, pardon. Je vous ai mis ici les emplois privés aux États-Unis, 130 millions. Pour revenir à ces 130 millions, il y a encore à peu près 6 millions de personnes au chômage qui n'ont pas retrouvé d'emploi aux États-Unis. C'est dû évidemment en partie à la crise, mais surtout au fait qu'il y a eu des aides sur le chômage qui n'amènent pas les citoyens américains à revenir sur le marché du travail. Mais lorsque l'on voit à la fois les offres d'emploi et les demandes d'emploi, on est à des niveaux historiques d'offres d'emploi. Donc tout ça devrait à un moment se rééquilibrer et créer une dynamique sur l'emploi très importante. Le catalyseur, c'est évidemment la fin des aides qui arrive et qui sera stoppée complètement à partir du mois d'août-septembre, et là qui va créer un flux de demandes d'emploi qui va certainement faire baisser à un moment les salaires, en tout cas les modérer. Et lorsqu'on fait des hypothèses, c'est simple par rapport aux derniers chiffres, sur l'emploi américain, qu'est-ce que l'on voit? On est autour de entre 500 et 700 000 créations d'emplois par mois. Et rappelez-vous ce que nous avions dit la dernière fois, c'était que la Fed, avant de monter cette fois-ci, non pas de baisser les achats d'actifs, mais de monter les taux d'intérêt, la Fed attendrait d'avoir retrouvé un niveau d'emploi d'avant-crise. Et donc, si vous extrapolez avec des hypothèses soit à 500 000, soit à 750 000, vous vous retrouvez au troisième trimestre 2022 avec un niveau d'emploi retrouvé. Donc, on comprend pourquoi actuellement, le doute, ce serait de mettre en place des hausses de taux, non pas en 2023, mais en 2022. Et donc, c'est d'une certaine manière un stress des marchés parce que vous allez avoir notamment toutes les questions que nous pouvons avoir cet été, des questions sur le manque, en tout cas le retrait des liquidités sur les banques centrales. Et donc, des actifs, on le verra, très liés à la liquidité, peuvent souffrir de manière temporaire. Puisque notre analyse à nous, c'est que de toute manière, la Fed sera beaucoup plus accommodante que ce que pensera les marchés à l'horizon de cet été, et donc ça sera une situation assez temporaire de stress, notamment sur certains actifs. Alors,
Le mois de juin a été assez intéressant parce que finalement la Fed a testé le marché, hein, notamment, bah, vous l'avez vu, les chiffres d'emploi. Vous avez Bullard, qui est un membre du FOMC, qui voit des hausses de taux d'intérêt dès 2022. Et c'est intéressant parce que, rappelez-vous, aux États-Unis, la Fed est dans une situation beaucoup plus, en termes de marketing, on va dire, beaucoup plus à l'aise parce qu'elle a différents membres des banques centrales de plusieurs États. Alors, à la fois des gens qui sont des colombes, des dovish ou des faucons. Et donc, ça permet à la Fed de tester le marché et surtout de préparer le marché à une annonce de tapering d'ici certainement septembre. Hein. On reste encore sur ce choix-là, avec un tapering effectif à partir de la fin de l'année ou début 2022. Donc c'est important parce que ce qui se passe actuellement, notamment vous l'avez vu dans la baisse des taux d'intérêt, c'est pas une très bonne nouvelle parce que la Fed avait réussi à remonter les taux d'intérêt réels. Hein. Vous savez que c'est extrêmement important dans l'analyse monétaire. Et donc cette crainte sur le Covid met à mal les tests qu'avait fait la Banque centrale américaine. Donc ces mouvements avaient provoqué quand même des discours, avaient provoqué avait provoqué des mouvements assez importants. Et ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est évidemment l'inflation. Et vous voyez les chiffres d'inflation 5 ans de 5 ans, grâce à un discours un peu plus restrictif, eh bien, c'était ce que nous avions dans notre analyse, c'est que progressivement, les chiffres d'inflation vont se stabiliser, voire même rebaisser, ce qui créera un peu moins de stress, parce que si l'on définit la hausse de l'inflation comme avant tout des goulots d'étranglement liés au fait que toutes les économies repartent, notamment aux États-Unis, avec un consommateur qui est extrêmement friand et une baisse de l'épargne. Tout ça, normalement, devrait se stabiliser à partir des fins d'année ou début 2000 d'année. On a quand même vu, notamment dans les quantifications, hein, qui sont à la fois liées à la dynamique économique et aux dynamiques d'inflation, hein, ces fameuses pentes de 10 ans, hein, eh bien, on a vu des pentes aux États-Unis, hein, principalement, puisqu'en Europe, c'est beaucoup moins le cas, aux États-Unis refluées, ce qui a impliqué quand même, vous l'avez vu, une rotation sectorielle plus importante des valeurs value vers les valeurs de croissance. Le discours de la Fed a été, en tout cas pour nous, beaucoup plus mis en place, beaucoup plus tôt que prévu, puisque nous attendions plutôt aux premières prémices à partir du mois de juillet-septembre sur des questions sur la fin de politique accommodante. Eh bien, effectivement, là, c'était un peu plus tôt, ça a surpris le marché et on voit que ces dynamiques de taux ont été beaucoup plus fortes. Alors, encore une fois, je le montre parce que j'insiste beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est, somme toute, le point central qui forcera la Fed à aller beaucoup plus en avant, en tout cas à renormaliser la politique de taux d'intérêt de manière quasiment irrépressible, hein, c'est l'immobilier. L'immobilier pose un gros problème aux États-Unis. C'est vrai que ça crée un effet richesse pour le ménage américain, mais lorsqu'on compare, regardez ce graphique un peu plus à long terme, je vous ai beaucoup montré des indicateurs de prix de l'immobilier à court terme les derniers mois, quand vous avez les prix de l'immobilier ici, des maisons neuves, face à l'indexation des salaires depuis 1996, on voit qu'on est à des niveaux historiques d'écart entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix des maisons sont beaucoup trop importants, notamment pour les jeunes ménages et les personnes défavorisées. On comprend pourquoi les démocrates, à un moment, sont dans une situation qui est, on va dire, un peu plus délicate et qui amène quand même à agir pour stopper les prix de l'immobilier, pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir accès au logement. Et puis, deuxième chose, alors là, c'est Rosengreen, mais qui est un faucon de la Fed, hein, qui dit aussi attention, parce que la crise systémique, les marchés financiers sont liés notamment à certaines bulles. Les bulles ne sont pas un problème actuellement. On en a beaucoup discuté entre nous, mais elles éclatent et elles ne créent pas pour l'instant de contagion sur les autres actifs. Mais l'immobilier est un point extrêmement important parce que cette fois-ci, un éclatement de la bulle immobilière aura un effet, somme toute, désastreux sur l'économie réelle. Donc on est encore sur cette fameuse analyse prospective schématique sur laquelle on avait discuté la dernière fois, avec un changement quand même essentiel, c'est que nous attendions, notamment en août 2021, au premier discours hawkish de la Fed. Bon, en lisant les minutes du FOMC, il s'avère que finalement les premiers discours ont eu lieu fin juin, donc ça
ça change un peu les perspectives par rapport à l'action de la Fed, en tout cas les réactions par rapport au marché. Pour nous, le dollar baissera à partir du premier trimestre 2022 avec les déficits budgétaires qui vont être extrêmement importants et une Fed d'une certaine manière qui sera plus accommodante que pensera le marché. Mais pour l'instant, on est dans une situation un peu de stress et notamment sur les valeurs, les devises en ce qui concerne les actifs financiers. Mais pour nous, le changement, il n'y a pas véritablement de changement en termes d'action concrète de la Fed. Août, on aura le fameux discours de Jackson Hole. Alors, juste attention à fin juillet. Rappelez-vous, en 2019, notamment, la dernière réunion la première réunion des vacances de la Fed en 2019, en juillet 2019, ça avait provoqué un stress important des marchés parce que la Fed avait été beaucoup plus restrictive que prévu. Et là, on pourrait imaginer avoir à peu près la même chose puisque la dynamique de renormalisation, quoi qu'il en soit, Covid ou pas Covid, et doit être mis en place. Donc ça va créer à chaque fois des stress. Nous pensons que Jackson Hole sera la première, on va dire, un bilan fait par Jérôme Powell sur la politique monétaire américaine qui a été une réussite et l'annonce effective du tapering pour 2022 sera mis en place à partir de septembre avec une stabilisation progressive du bilan de la Fed tout au long de 2022. Pour l'instant, on ne voit pas de hausse de taux d'intérêt malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur les taux d'emploi. On aura certainement, peut-être au premier trimestre 2023, une première hausse, mais il me semble que pour l'instant, 2022 soit lié à plutôt une stabilisation du bilan de la Fed pour éviter évidemment de créer une crise. On ne voit pas comment la Fed appuierait sur le bouton rouge de la crise, d'une crise financière, après tout ce qu'elle a mis en place. Alors, le début de la renormalisation de la politique monétaire a quand même, et ça a eu des impacts sur d'autres pays, et notamment les pays émergents, puisque si vous avez une politique plus restrictive, vous avez un dollar qui structurellement monte, en tout cas à court terme, ce qui crée des tensions par rapport aux autres pays, et notamment des pays où les banques centrales sont moins crédibles par rapport au marché financier, comme peut l'être la Fed ou la Banque d'Angleterre. Et ça avait créé quand même des stress en termes d'inflation, puisque vous avez des devises qui baissaient, et en termes de croissance économique qui, somme toute, était forte, mais était impactée en partie par, d'un côté, la politique américaine, l'économie américaine qui était très forte, et l'économie chinoise qui, elle, on va le voir, commence à pâtir. Finalement, l'événement le plus important sur les pays émergents, c'est que les banques centrales, à cause de cette renormalisation, enfin dire ces prémices de renormalisation, ont monté leur taux d'intérêt de manière un peu plus forte et ont commencé, elles, leur renormalisation pour stabiliser leurs devises. Eh bien, ça met les pays émergents dans une situation un peu complexe qui nous semble un peu dangereuse actuellement pour ces zones géographiques. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez le Covid-19 qui est encore extrêmement présent avec des taux de vaccination qui sont extrêmement faibles, donc l'impact économique va être important. Et puis de l'autre côté, des banques centrales qui sont obligées de fermer et d'être un peu plus restrictives, donc d'avoir un impact sur l'économie. Vous avez un espèce d'effet de marteau et d'enclume sur ces pays-là qui va durer encore quelques mois. Donc ça, c'est une situation très particulière sur les pays émergents qui les met à mal et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'investissons pas pour l'instant sur ces zones géographiques. Alors, il y a 2 ou 3 mois, 2 mois, nous avions fait toute une étude sur l'Europe. En tout cas, le point central, c'était l'Europe qui est depuis quasiment, il faut quand même être honnête, depuis plus de 10 ans, une zone géographique qui est complètement oubliée par les investisseurs internationaux. Eh bien, nous avions mis comme titre de notre présentation « Enfin l'Europe ». Et il semble que ça soit de plus en plus justifié par à la fois les chiffres macroéconomiques, mais aussi par les marchés financiers.
Lorsque vous regardez les indicateurs avancés sur l'Europe, qu'ils soient au niveau du consommateur ou au niveau des entreprises, tout ça est en train de partir en flèche. Il y a une accélération qui se fait liée au déconfinement, effectivement. Alors oui, il y a le variant, mais ça ne semble pas arrêter les déconfinements, même en Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est que la croissance, les estimations de croissance économique sont en train de remonter et vont encore remonter. Ce graphique est intéressant. Ce graphique représente les estimations de croissance économique par le consensus sur 2021. Ce que l'on voit, c'est quoi? C'est vous voyez cette courbe grise ici, qui est la croissance économique américaine. Qui, à partir du début de l'année 2021, a monté en flèche. On était à peu près à 4% d'estimation de croissance. On est maintenant à 6,50, 6,60%, lié à la fois au plan de relance et évidemment aux réouvertures. De la même manière, vous avez cette fameuse courbe bleue qui a commencé à remonter à partir de mars. C'est la croissance économique anglaise qui présente à peu près des chiffres de la même acabit qu'aux États-Unis. On est à peu près à 6,60, lié au déconfinement, à la politique monétaire, effectivement, qui était plus accommodante, et au plan de relance. Et puis, vous avez les autres pays européens, avec la zone euro ici, qui représente la totalité de ces pays, eh bien, vous commencez à avoir des renormalisations. On est à 4,50. Pour nous, on devrait monter à 5, 5,5% sur la croissance économique européenne de manière tendancielle. Liée à quoi? Liée à ces indicateurs économiques qui sont extrêmement forts et beaucoup plus fortes, avec des surprises économiques qui ne sont à chaque fois jamais remis en cause. Alors que même que dans les autres pays, alors, vous avez en Chine qui montre quand même une reprise économique qui montre certains tassements. La Chine a été, je ne vais pas le rappeler, la première économie à rebondir, et pour calmer notamment les prix de l'immobilier, a mis en place une politique qui a été quand même extrêmement restrictive, avec des taux réels très positifs pour éviter des bulles immobilières liées à la reprise de l'économie. Le ralentissement de la croissance des exportations en mai semble entraîner une moindre activité du secteur manufacturier, et regardez les chiffres, qu'ils soient les chiffres avancés sur le service ou sur l'industrie manufacturière, c'est en train de se tasser. D'une certaine manière, ça fait souffrir aussi les pays émergents asiatiques, largement liés au moteur économique chinois. Et de la même manière, aux États-Unis, alors là, vous avez encore des chiffres qui ont été updatés hier sur les indicateurs PMI. On est à des niveaux très forts, mais on voit bien que cette accélération est en train de s'amenuire, avec des tensions sur l'activité domestique liées à la reprise de l'activité, mais effectivement au goulot d'étranglement, puisque il y a un effet d'équilibre qui se met en place. Et ça, c'est important parce qu'on voit l'Europe qui avait beaucoup de retard, effectivement, avoir cette dynamique, encore une fois, irrépressible. En Europe aussi, il ne faut pas se leurrer, on a eu, encore une fois, je le disais, depuis 10 ans, et en plus, ce qui a été finalement un des facteurs de retrait des investisseurs internationaux avait été le fameux Brexit. On est sur des niveaux records de flux que l'on n'avait jamais vus. Alors, on avait eu une période en 2017 assez importante où là, l'Europe est en train de redécoller de manière assez forte. Et bien là, on est sur un niveau qui est somme toute important. Et on voit à la fois les investisseurs américains qui représentent maintenant un des plus gros, on va dire, porteur de l'Europe, mais surtout une population qui était complètement sortie, qui était la population asiatique, qui investit aussi sur les actions européennes. Elle amorce clairement une correction après une correction à la hausse après des mouvements assez longs de décollecte ces dernières années. Et l'on voit par rapport au PMI, il y a vraiment un décalage qui est en train de se faire avec une Europe, grâce au marketing, en tout cas à la communication de la Banque centrale et l'Union européenne, la Commission européenne grâce à Ursula von der Leyen, mais aussi par rapport à ces plans, cette visibilité avec le plan Euro Next Generation qui va mettre en place, on va dire, une croissance qui sera beaucoup plus pérenne et une confiance de la part des investisseurs. Les spreads de crédit dans cette situation-là, les taux ont plutôt rebaissé, donc effectivement, ça a été plutôt une bonne période. Retenez que nous étions très positifs, notamment sur le crédit à yield depuis le début de l'année. Mais là, si on avait certains doutes sur il y a des raisons d'être un peu plus prudent sur ces segments à court terme, parce que si nous avions certains doutes sur, on va dire, une crainte de marché sur la politique monétaire américaine, des taux qui devraient repartir à la hausse après cette pause que nous allons vivre, mais à partir du mois de septembre, une moindre liquidité, et en plus ce que l'on voit sur le marché, c'est nous avons un afflux d'offres de la part des entreprises. Pour nous, en tout cas, nous atteignons un niveau historiquement bas qui, à la fois,
est justifié, c'est vrai, d'un niveau fondamental, mais n'est pas justifié par rapport au taux d'intérêt, c'est-à-dire que les spreads de crédit ne vont pas compenser la hausse des taux d'intérêt que nous verrons. Et ce que l'on voit, c'est qu'en termes de flux d'ETF, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder parce que c'est en partie les marchés financiers qui sont maintenant conduits par les gestions passives. On a eu des afflux de clients, d'investisseurs sur les ETF et il semble que c'est en train de se tarir. Donc, on n'a plus cette dynamique et on pourrait encore avoir un effet ciseau à court terme. C'est pour ça que pour nous, on va dire, ces questions de liquidité seront beaucoup plus compliquées par rapport à ces actifs de crédit. Autre chose sur les marchés financiers, vous l'avez vu tout à l'heure sur le dollar, évidemment à court terme une moindre liquidité et puis des facteurs de Covid sont plutôt favorables au dollar. Tant qu'il n'y a pas d'annonce, en tout cas officielle, qui explique la mise en place du tapering en septembre, la tendance baissière du dollar qui est pour moi assez structurelle au vu des déficits budgétaires qui vont être mis en place à partir de 2022, on garde une position neutre avec un biais baissier à partir du 4e trimestre. Autre chose vraiment qu'il faut garder en tête, si c'est un des slides, en tout cas une des informations que vous devrez retenir de cette séance, hein, c'est les résultats. Alors les résultats vont être très bons, mais on risque d'avoir sur cette année des résultats en hausse quand même sur l'Europe de plus de 45%. C'est important parce que juste de 2007 à 2009, la croissance des BPA, des résultats par action en Europe, a été quasiment de zéro. On a peine à imaginer, mais c'est le cas, alors qu'aux États-Unis, les hausses de résultats ont été de 6, un peu plus de 6%, ce qui, d'une certaine manière, corrobore avec la différence de performance entre l'Europe et les États-Unis. Il semble que cette différence va se réduire. On est cette année à 45% sur l'Europe et 35%, ce qui est déjà très très bon aux États-Unis. Et à partir de l'année prochaine, on soit sur des niveaux tendanciels beaucoup plus faibles en termes de différence entre les deux pays et que l'Europe, enfin, les actions européennes, d'une certaine manière, renouent avec la croissance des résultats. On s'attend à 11% l'année prochaine et après une dynamique tendancielle à près de 4%, ce qui est évidemment différent de ce que l'on a vu les 10 dernières années. Ça va aussi amener et là c'est très important parce que c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis des années, des hausses de CAPEX assez importantes sur les marchés européens avec des intentions d'investissement qui semblent bien supérieures à des niveaux d'avant Covid. C'est vrai que ce changement structurel, le digital, la transition écologique, c'est quand même deux raisons pour mettre en place des investissements de manière beaucoup plus importante, donc créer une dynamique sur les actions. Les plans de relance, c'est moins le sujet actuellement, je pense qu'on en parlera à partir de septembre de manière beaucoup plus significative, vont se mettre en place, c'est-à-dire que les États vont continuer à s'endetter de manière importante pour soutenir la croissance et surtout soutenir la transition énergétique. Même si depuis le début de l'année, les valeurs dites de transition écologique ont souffert, hein, parce qu'il y avait eu quand même une bulle l'année dernière, il semble que les fondamentaux soient bons et surtout la croissance, en tout cas des investissements, ne fait plus aucun doute, hein, que ce qu'il soit aux États-Unis ou en Europe, mais même dans les pays émergents, on voit la Chine mettre en place des plans zéro carbone, la Corée, le Japon aussi. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de fond qui va perdurer avec des mouvements, comme on a vu depuis le début de l'année, un peu plus difficiles, mais les fondamentaux restent là. Pour terminer, le pétrole qui est pour moi le sujet qui est mis de côté pour l'instant, mais qui est le plus important. Hein. Rappelons-nous qu'il y a eu une absence d'accord pour l'OPEP+, qui risque d'entraîner une flambée du pétrole ou un crack du pétrole. Pour moi, c'est plutôt une flambée du pétrole, puisque les décisions de hausse de production n'ont pas été prises. Hein. Rappelons qu'on est à peu près sur 4-5 millions de barils de consommation en plus d'ici la fin de l'année. Les décisions avaient été prises sur à peu près, à la fin de l'année, plus de 2 millions de barils, ce qui était quand même encore de production, ce qui était un décalage encore important par rapport à une hausse de la demande. Sauf que les pays, et notamment entre Abu Dhabi et l'Arabie Saoudite, il y a un désaccord certain par rapport à le pays qui va monter sa production, ce qui crée un stress. Et ce stress pourrait perdurer. Vous voyez la production de l'OPEP qui était à peu près ici à 40, l'OPEP+, qui était ici à
43 millions de barils jour et maintenant à des niveaux de 34-35 millions de barils jour. On voit qu'il y a vraiment cette différence qui n'est pas compensée ni par les producteurs de shale oil aux États-Unis et même si ça arrivait, une remise sur le marché du pétrole iranien, à peu près 1 million de barils jour maximum. Donc, on peut avoir des tensions assez fortes sur le pétrole. Et ça, c'est important parce que c'est, pour moi, au-delà de l'inflation, au-delà du Covid, un des principaux risques que nous pourrons avoir sur les marchés. Parce que si on voyait un pétrole monter notamment à 100 $100 le baril, ça mettrait à mal la reprise et notamment la consommation. Donc on n'en parle pas trop, mais je pense que le point central et le sujet de cet été sera certainement, au-delà du Covid et de l'inflation, seront certainement les prix du pétrole. Juste quelques graphiques pour mettre en perspective ce que l'on a sur les marchés par rapport aux 4 grandes crises avec des gros marchés haussiers que l'on avait eu à la fois en 82 et en 2009. On est sur des niveaux, il faut quand même l'avouer, assez historiques. Cette pandémie a été finalement a permis une remise à plat des politiques d'infrastructure, mais surtout des politiques monétaires qui sont plus qu'accommodantes. Et donc, ça crée un marché un peu challenging actuellement, où lorsque l'on regarde après des marchés haussiers de près de 2 ans comme on a eu, les fameux pullbacks, les retours, on est sur des retours extrêmement faibles. Normalement, on a des corrections classiques entre 6 et 10%, et là, on a eu au plus une correction de 4%. Donc, par rapport à la conclusion, parce que leur tourne, les variants Delta changent la perception pour nous, mais seulement la perception, mais ne modifie pas la tendance. Lorsqu'on regarde par zone géographique, avec les 3 points Covid, Banque centrale et croissant, pour nous, l'Europe, effectivement, à court terme, par rapport à cette perception, souffre de manière justifiée, mais ça ne devrait pas durer. Avec les points d'intention sur l'été, variant Delta, évidemment, les discours de la Fed, on en a parlé, et évidemment le pétrole, qui est pour moi le point central et qui pourrait faire dérailler le marché. Ce n'est pas notre scénario, mais c'est évidemment ce fameux canari dans la mine qu'il faut regarder. Donc, pour nous, entre le variant et l'inflation, le pétrole est le plus grand risque finalement. Qu'est-ce que l'on a changé dans nos allocations d'actifs? Eh bien, principalement, on n'a pas changé le niveau action, c'est-à-dire qu'on est à des niveaux 3 sur 4, des niveaux d'intervention sur un fonds 0,60 entre 45 et 55%. On se laisse porter sur les actions. Par contre, sur les obligations, on avait une dynamique très positive sur le high yield, eh bien, nous avons baissé nos anticipations avec ce qui a porté l'investissement obligataire dans nos mandats ou dans nos portefeuilles à des niveaux beaucoup plus faibles. En attendant, nous préférons à court terme garder un peu plus de liquidité pour profiter de mouvements de marché, et notamment de mouvements de marché quand on aura le discours de Jérôme Powell fin juillet, voire même les discours de Jackson Hole, et pourquoi pas ce fameux prix du pétrole qui pourrait mettre en place des baisses de marché plus significatives. Donc, pour nous, les actions restent le principal actif intéressant. Je vais démontrer, et notamment sur l'Europe, mais cette situation pourrait être un peu plus volatile, enfin, en tout cas, les marchés pourraient être un peu plus volatiles avec des actifs plus touchés liés à la liquidité. On voit que les small caps américaines, effectivement, sont, pour nous en tout cas, un sujet de discussion parce que ce sont des actifs qui sont très liés à la liquidité, et aussi évidemment les secteurs obligataires comme les secteurs du high yield. Juste revenir pour terminer cette présentation, les 3-4 minutes, sur le fonds Richelieu Harmonie. Bon, pour ceux qui me connaissent depuis quasiment 2006, à la fois Conviction Premium, à la fois Horis Diversified Beta chez Horis, je gère, grâce aux analyses macroéconomiques et extra-financières, les portefeuilles dits défensifs. Je vous ai mis ici les principaux éléments stratégiques du fonds Richelieu Harmonie, notamment en termes de stratégie action, ou à la fois sur l'innovation digitale ou les valeurs très cycliques. Alors, c'est un fonds qui à la fois résonne au niveau macroéconomique, avec les discussions que nous avons eues pendant 7 heures, mais après une dynamique thématique, puis une dynamique de stock picking en gérant le risque par
par budget de risque, et ça permet d'avoir un fonds plutôt défensif avec une volatilité assez contenue. Je vous ai mis quelques détails, et notamment, vous l'avez compris par rapport à ce que je viens de dire, en baisse les high yield et les small cap, et puis en hausse la trésorerie, qui me semble en tout cas un équilibre intéressant à avoir durant cet été par rapport aux risques que j'ai mis en place. Là, vous avez dans la présentation différents critères de risque. C'est un fonds qu'on a repris en mi-2019 avec des critères de risque importants, et notamment la gestion du budget de risque, qui est un gage, on va dire, de moindre volatilité, donc de moindre stress. Et puis une annonce, c'est pour ça que je voulais terminer avec ça. Vous savez que quand on a repris toute cette dynamique chez Richelieu Gestion, assez rapidement, on a voulu mettre en place dès 2019 des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos portefeuilles, avec un premier fonds qui était un fonds plus un impact avec Richelieu Citizen. Et maintenant, sur nos 7 fonds, nous avons 6 fonds qui prennent en compte des filtres extra-financiers, ce qui nous semble évidemment extrêmement important, et notamment le dernier né, Richelieu Harmonie, qui, depuis le mois de juin, met en place des critères extra-financiers de type ESG dans son analyse, et surtout dans cette dynamique thématique qui nous permet d'investir par thématique et par stratégie. Donc, c'est quelque chose d'important. Vous avez, pour nous, en tout cas chez Richelieu, depuis près de 2 ans, et nous sommes assez fiers d'avoir quasiment toute notre gamme qui met en place, en tout cas, et met en place ces critères avec une association que nous avons eue avec un des plus gros prestataires de notation, Vigeo Eiris, qui permet de gérer à la fois l'analyse financière et l'analyse extra-financière. J'en ai terminé sur ma présentation. Il n'y a pas eu beaucoup de questions pour une fois, mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter soit Julie, soit Michel, soit Stéphane pour toutes les questions, ou avoir le document physique. Et nous nous retrouverons en septembre pour un prochain, puisque là, c'est les grandes vacances, et nous nous retrouvons en septembre pour certainement discuter de nombreux événements qui se seront passés durant l'été. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas encore. Et puis, nous retrouverons dans 2 mois. Et très bonnes vacances à vous. Merci beaucoup.